Si tu sais pas quel est ton objectif, si tu sais pas le mesurer, c'est qu'en fait, tu sais pas ce que tu fais. La manière dont on opère chez 360 Learning, c'est que, premièrement, tout le monde peut avoir du leadership. Et ce leadership, s'il est bien exercé, en fait, il s'exerce sans autorité. C'est quoi un des moments les plus challengeants, stressants, durs, émotionnellement que tu as vécu dans cette aventure de 360 Learning? Les raisons du succès initial ne seront pas les raisons du succès futur. Le monde change, l'entreprise change de taille, le contexte change. La culture doit changer. C'est évolutif. Eh ben, on est parti. Raconte-nous un petit peu rapidement là, ton parcours. Comment t'en es arrivé à créer 360 Learning? Donc moi, je suis passionné vraiment moi-même des études, quoi. J'ai adoré étudier. Beaucoup de gens, j'ai beaucoup de potes, qui ont détesté le passage au collège, au lycée. Je pense qu'il y a un vrai truc sur la socialisation à l'école. Je sais pas si c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je pense que d'une certaine manière, l'école... alors, je peux dire des choses très provocatives. Premièrement, l'école, c'est une solution récente. C'est une solution du 19e siècle. C'est une solution de la révolution industrielle pour dire aux familles, je m'occupe de tes enfants, toi tu vas travailler. Deuxièmement, donc c'est une solution de la révolution industrielle. C'est une solution industrielle. C'est une usine à s'occuper des enfants et à les amener d'un point A à un point B. Et ce point B, il est aussi au service de cette société qui est une société industrielle. C'est-à-dire, je prends un enfant et je vais en faire une force productive de la société industrielle. Troisièmement, c'est pas la solution naturelle. Jusqu'au 19e siècle, les enfants, ils sont élevés avec leur famille, dans un groupe social où il y a la grand-mère, les oncles et les tantes et les cousins, et ça fait un petit groupe de 5 à 20 personnes. Voilà, c'est la tribu, c'est la famille. Et ça a été comme ça. On peut dire que ça démarre au 19e siècle. On pourrait dire, si on retrace vraiment, ça démarre au 14-15e siècle, à l'église, avec les couvents et avec l'éducation. L'église qui commence à dire « je vais éduquer les enfants par petits groupes dans une institution ». Mais c'est très minoritaire. C'est au 19e siècle que c'est industrialisé. Donc cette solution-là, cette manière de faire là, elle est pas naturelle. La nature n'avait pas prévu les choses comme ça, ou ça ne s'était pas fait naturellement comme ça. Et puis, c'est des enfants ensemble, et c'est un tout petit nombre d'adultes pour beaucoup d'enfants. À partir de là, donc il y a des dimensions positives. Moi, je suis pas là pour dire il faut jeter tout ça à la poubelle. Ça permet notamment à beaucoup de gens d'accéder à une meilleure éducation, et puis ça permet de la professionnaliser avec des profs, des enseignants qui sont des professionnels et qui viennent pour éduquer les enfants. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est plus égalitaire. Donc ça, fine. C'est plus égalitaire, c'est une meilleure éducation. Ça, très bien. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un enfant de 5 ans, il peut apprendre d'un autre enfant de 5 ans? Et donc ça, c'est volontairement très provocatif, parce que moi, je vends une solution où je dis les gens vont apprendre ensemble. Voilà. Mais maintenant, on peut aussi se dire, quand on a 5 ans, peut-être qu'un adulte dans le monde du travail, on va apprendre les uns des autres. C'est-à-dire dans l'entreprise, sur chaque sujet, on peut imaginer qu'il y a un expert. Il y a quelqu'un qui sait en tout cas mieux que les autres, et qui va pouvoir apprendre. Et que ce groupe va se tirer vers le haut en apprenant les uns des autres. Est-ce que des enfants de 5 ans, de 8 ans, ils vont apprendre les uns des autres? Bon, en tout cas, jusqu'au 19e siècle, c'était pas comme ça que les enfants, ils apprenaient des adultes. Il y a une grande étude, je sais plus comment elle s'appelle, une grande étude qui a été démarrée il y a une quarantaine d'années sur une population, je crois que c'est 8000 personnes, qui sont suivies donc, toute leur vie. Donc, une des conclusions intéressantes de cette étude, c'est que les enfants qui ont été homeschoolés, sont plus heureux, plus épanouis, moins de dépression, moins de suicide. Bon. Quand on parle de l'expérience de l'école, souvent, donc il y a des gens comme moi qui ont adoré. Voilà, moi c'est étonnant en tout cas, parce que tu as adoré et potentiellement tu t'envisages de... Ouais, c'est vrai. Moi j'ai adoré l'école. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas adoré, mais beaucoup de gens qui disent moi j'étais traumatisé, soit j'étais traumatisé parce que il s'est passé des choses. En gros, j'ai été un peu le mouton noir d'autres personnes, même pendant une petite période, mais ça m'a beaucoup marqué.
ou bien parfois c'est eux qui ont traumatisé les autres, ou parfois j'ai vu certains se faire traumatiser par d'autres, et ça m'a aussi beaucoup marqué. Mais en tout cas, il y a toujours des histoires, ou alors il y avait un prof, il y avait les super profs, mais il y avait aussi l'autre qui était, ou que j'ai perçu comme il avait quelque chose contre moi, il m'a embêté, machin. Et à la fin, ça laisse des marques qu'on voit et qu'on peut percevoir chez les gens quand on les fait parler. Alors moi, quand on a démarré 360 Learning, j'avais un projet et je me disais, est-ce qu'on peut pas amener le homeschooling à tout le monde? Et je me disais, voilà, si les gens se mettent au 4/5e, si je prends 2 familles, que tout le monde se met au 4/5e, on a libéré 4 jours par semaine. Parce que j'ai 4 parents, et donc chacun a un jour. Ils mettent les enfants en commun, je leur donne une app pour qu'ils puissent faire le programme, et ils vont élever eux-mêmes leurs enfants. Voilà. Et ça, c'est au début de 360 Learning. C'était une idée. Une des hypothèses, en fait, que ça aurait pu devenir. Oui, parce qu'on cherchait, c'était très large. Nous, on se disait, ça va être éducation et technologie. Ok. Voilà. Et donc, j'avais cette idée, et alors, il y avait plein de trucs positifs. Après, il y a eu des vraies raisons de ne pas le faire. Mais dans les trucs positifs, le premier truc, c'est que quand tu parles à des gens qui ont des enfants, et que tu leur dis, si tu peux résoudre une chose dans ta vie, si tu peux changer une chose dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Ils vont tous te dire, c'est de plus voir mes enfants. Voilà, tous. Parce que, en fait, ils travaillent 35 à 60 heures par semaine, et quand ils voient leurs enfants, le week-end. Voilà. Et que le week-end, le samedi, il faut faire les courses, c'est la course, et qu'en fait, ils voient leurs enfants le dimanche. Et c'est une frustration pour tous les parents. Donc quand tu leur dis, et si moi je t'amène un système où tu peux voir tes enfants un jour de plus et les éduquer toi-même, tu as un oui massif. Donc l'étude là-dessus, c'était spectaculaire. Plusieurs problèmes en réalité, et notamment le fait qu'en fait le sujet est tellement sensible que quand tu pousses un peu l'étude, tu peux anticiper qu'il va y avoir des clashs. C'est-à-dire que ça va être, mais quoi, tu leur as appris ça, mais moi je suis pas du tout d'accord. Ah ouais, les problèmes de valeur et de culture là, ils sont violents. Ouais. Surtout que c'est plus facile de critiquer l'entité éducation nationale que de se critiquer entre nous, entre guillemets. Ouais. Donc l'école joue le rôle de bouc émissaire, normalisateur. Donc qui vient, qui dit, moi j'ai une norme, j'ai un programme, il est normalisé, je l'enseigne, et si t'es pas d'accord, bah tu feras contrepoids, mais comme c'est l'État, c'est la puissance publique, c'est un service public, en France il est gratuit. Et en plus c'est le même pour tout le monde, donc il y a ces phénomènes c'est comme la gravité, personne s'en plaint parce que c'est pareil pour tout le monde. Tu l'acceptes, exactement. C'est une perception, donc c'est vraiment là, toi qui aimes bien les biais cognitifs, il y a ce biais cognitif que si t'envoies tes enfants à l'école, on leur dit un truc qui te plaît pas, tu l'acceptes. Si tu l'envoies chez la famille avec qui t'as prévu de faire le homeschooling et qui disent le même truc, là tu veux pas l'accepter. En tout cas, ça a été notre crainte. Moi je pense, tu vois, souvent dans l'entrepreneuriat, on se dit... Moi, je vois beaucoup de gens qui lancent des boîtes. Je reçois des dossiers parce que j'investis un petit peu. Et alors, en ce moment, donc, tu vois de la blockchain, beaucoup. Puis tu as des vagues comme ça. Il y a un an, c'était le big data. Et nous, on a commencé en 2010 sur l'éducation. On était en avance de phase. Du coup, on a pu réfléchir, on a pu construire quelque chose. Et vraiment, les gens nous disaient, mais ne fais pas ça, c'est un marché bouché, ça ne marchera pas, blablabla. Tu peux, pour aller sur 360 Learning, m'expliquer quelle est la plus-value d'utiliser 360 Learning par rapport à une plateforme LMS? Parce qu'il y a 10 ans, clairement, comme tu l'expliques, c'était des LMS très périmés. Aujourd'hui, il y a des LMS qui ne sont pas forcément faits pour les salariés, hein, qui sont faits, je sais pas, par exemple, nous on utilise Kajabi, mais c'est pas du tout pour la partie interne. C'est quoi la plus-value d'utiliser un 360 Learning pour une boîte? Nous, on a créé un concept, donc c'est le collaborative learning. Ce collaborative learning, on l'explique sur 3 piliers. Il y a 3 piliers du collaborative learning. Le premier, c'est la vitesse à laquelle tu peux créer des cours et les diffuser. Donc, c'est d'être capable de le faire très vite, en dizaines de minutes. L'ancienne génération de LMS, créer un cours, ça pouvait prendre 3 à 6 mois. Il fallait appeler un instructional designer, un ingénieur pédagogique, sous-traiter à cet ingénieur pédagogique qui va te facturer 10 à 50 000 euros. Il va revenir avec un storyboard, il va développer son cours, tu dois l'uploader dans ton LMS. Donc, il y a 3 frictions, le temps que ça prend, l'argent que ça coûte et la compétence. Donc nous, on abaisse ces 3 frictions
pour dire, voilà, tu vas pouvoir déployer très vite parce que tu peux le faire toi-même, parce que c'est facile à utiliser et parce qu'il n'y a pas un coût marginal, il n'y a pas un budget, tu vas pouvoir le faire toi-même. Tu mets tes bullet points, tu mets tes questions. La plateforme va rendre ça collaboratif, va rendre ça engageant. Donc, tu n'as pas besoin de faire un investissement pour faire des mascottes là, et des sortes de cartoons, comme on a beaucoup vu dans le e-learning. Tu n'as pas besoin de faire ça pour engager l'apprenant parce que mets tes bullet points, mets tes questions, juste focalise-toi sur le contenu. La plateforme va rendre l'expérience engageante. Donc, premier pilier, c'est ça, c'est la vitesse, en abaissant les frictions. Deuxième pilier, c'est la dimension collaborative. Pourquoi cette dimension collaborative? Donc, c'est cette conviction fondamentale qu'on a que les humains apprennent des humains. Voilà. Ils n'apprennent pas un contact froid, technologique. Ils ne vont pas s'engager là-dedans. Voilà. Je pourrais prendre 50 exemples. Mon fils, je vois mon fils, là, qui a 6 mois. Je t'assure, il apprend parce qu'il voit les humains et il mime. Et c'est comme ça qu'il apprend. Sur le plan scientifique, il y a quelque chose que moi j'adore, ça s'appelle les neurones miroirs. C'est l'être humain. Quand tu vois un être humain faire quelque chose, tu as des neurones qui s'activent, tu n'y peux rien, c'est un réflexe, qui s'activent, qui se préactivent pour te faire la même chose. C'est le mimétisme humain. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde expérimente parce que quand tu as une nouvelle fréquentation, un nouvel ami qui par exemple emploie certains mots, fait certaines choses, tu vas mimer ce comportement et tu n'y peux rien. C'est un réflexe. Voilà. Si tu n'avais pas ce réflexe, il n'y aurait pas d'espèce humaine, il n'y aurait pas d'apprentissage, il n'y aurait pas d'évolution. Donc les êtres humains, ils apprennent des autres êtres humains. Tout le e-learning était basé sur le postulat inverse. C'était, puisqu'on a la technologie, on va pouvoir tout automatiser, tout mesurer, on va mettre les gens dans une case, on va mettre un chiffre sur la case. Ça, c'est le rêve de l'IT des années 2000. Et donc, toute l'IT des années 2000 est basée sur ce postulat, y compris le e-learning. Donc, c'est un changement copernicien sur ce point-là. C'est, non, en fait, on fait une plateforme, pas pour tout automatiser et que les gens soient instrumentalisés ou opérés par la machine. Non, on met la technologie au service des êtres humains pour qu'ils apprennent ensemble. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, on dit distributed ownership, c'est distribuer, c'est-à-dire que si tu as des équipes, si tu es une entreprise de 100 000 personnes, aujourd'hui, avec une plateforme... Ce que tes clients, ils font, c'est quoi la fourchette principale? Ça va de entreprises de 100 employés à aujourd'hui à 250 000 pour les plus grosses. Waouh. Et donc, quand l'entreprise est grande, que ce soit 50 000 personnes ou même si tu as 1000 personnes, souvent, tu as une plateforme qui est centralisée. C'est-à-dire qu'il y a une équipe admin, une équipe learning, qui a entièrement la main sur la plateforme. Si tu n'es pas dans cette équipe et que tu en es un peu loin, que tu n'as pas des contacts avec cette équipe, dans cette plateforme, tu ne vas pas pouvoir la configurer, tu ne vas pas pouvoir créer des cours. Tu ne vas pas pouvoir, par exemple, si tu es une équipe commerciale, tu ne vas pas pouvoir faire de la curation pour mettre pour ton équipe les meilleurs cours dont eux, ils ont besoin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas admin. Donc, c'est des plateformes qui sont très centralisées. Et donc, nous, on a cette vision que tu as besoin d'avoir des plateformes de formation décentralisées, c'est-à-dire qu'une petite équipe, une équipe de 50 personnes, va pouvoir être empowered. Mais donc, voilà, d'avoir des petites équipes qui sont propriétaires, qui peuvent administrer la plateforme. Voilà, créer leur propre cours, recommander leur propre cours, avoir vraiment des actions d'administration. Mais en fait, non, c'est pas réservé au rôle administrateur, c'est pour tout le monde. Et alors, juste sur le collaboratif, pour revenir, sous quelle forme ça prend? Je me suis créé un compte test tout à l'heure. J'ai pas eu le temps d'explorer la partie collaborative. J'ai eu le temps de créer un titre, mettre le contenu, mettre une vidéo. J'ai vu qu'il y avait des quiz. Ça m'intéressera aussi qu'on voit ton expérience sur le côté quiz. Le côté collaboratif. Alors, si je vois bien ce que tu dis, le collaboratif déjà, c'est que tout le monde peut créer du cours. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui fait que c'est collaboratif? Ouais, alors... Je pourrais lister les fonctionnalités pendant des heures, mais prenons quelques exemples. Bon, premièrement, la création. Donc, la création du cours. Déjà, tu peux inviter des co-auteurs. Et ces co-auteurs, ils vont pouvoir créer en même temps que toi le même cours. Vous allez pouvoir vous mettre des notes, partager ces notes entre co-auteurs, et donc avoir cette expérience de on crée ensemble, on échange, on améliore le contenu ensemble. Je prends un deuxième exemple. Et donc, c'est là un moment où il faut que tu m'arrêtes parce que je peux aller à 50. Je prends un deuxième exemple. Tu envoies ton cours. Et là, donc ça, c'est un vrai problème des départements formation, c'est que souvent,
par exemple, tu fais une formation produit, tu lances un nouveau produit, tu formes des commerciaux. Et puis là, le produit évolue. Personne ne va appeler l'équipe formation pour dire « Hello, on avait un cours sur la plateforme, by the way, le produit il évolue, il faut mettre à jour le cours. » Personne ne va penser à faire ça. Du coup, quelques mois plus tard, tu as une plateforme avec que des cours obsolètes. Les cours sont obsolètes, qu'est-ce qui se passe? Le commercial, il vient, il suit le cours, il dit « Mais attends, ce cours, il est obsolète. C'est le cours sur le produit tel qu'il était il y a 6 mois. » Il dit ça à son manager, le manager, il dit « Laisse tomber, ne va pas sur cette plateforme, il n'y a que des cours obsolètes, n'y allez plus, c'est dangereux. » Voilà. Et là, c'est fini. L'usage, c'est terminé. Il n'y a plus d'engagement, c'est fini. Donc ça, c'est un problème réel. Et ben nous, on résout ce problème en mettant au niveau de chaque activité du cours des réactions qui permettent à l'apprenant de dire « Ok, ça c'est obsolète, ça c'est pas clair », et donc de spotter ces contenus qui peuvent être obsolètes et éventuellement même de suggérer une mise à jour du cours. De cette manière, voilà, l'auteur et on dit l'apprenant, on pourrait dire l'utilisateur tout simplement, vont collaborer ensemble pour améliorer le contenu, les cours. Et ça, c'est le collaborative learning. Et cette boucle de feedback, en fait, c'est on apprend ensemble. C'est le gars qui a créé le cours, l'autre qui est censé suivre le cours. On change un peu ce côté. Il y en a un qui est sur l'estrade et il y en a un qui est sur la chaise. Je te partage ma connaissance et tu m'aides à la partager. Et tu m'aides à l'améliorer. Voilà. Et les deux le font ensemble. Voilà, ça c'est deux bons exemples. Après, on pourrait parler de la data et de comment toute cette donnée, à quel endroit du cours les gens ont droppé, parce que le drop, c'est l'abandon, les gens qui sortent du cours. Donc on peut utiliser toutes ces données de drop, ces données sur les réactions là, de obsolètes, etc., les commentaires dans les forums, et tu peux dire, en fait, je vais repérer dans le cours le moment où les gens drop. Voilà, je le spot, comme ça je vais l'améliorer, voilà, etc., etc. Collaborative learning, c'est ça, c'est cette idée de dire, on va le faire d'une manière moderne, tout le monde travaille ensemble pour améliorer l'expérience. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. » Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. Parlons de justement l'onboarding salarié, ça c'est un sujet, moi je suis en plein dedans. Ça fait partie des missions là de notre RH de construire un 90 days onboarding. Comment ça marche l'onboarding d'un salarié chez vous? Et en plus, c'est une double question vu que tu proposes un outil pour aider les boîtes à le faire. C'est quoi les bonnes pratiques ou les choses auxquelles peut-être plein de boîtes ne pensent pas à intégrer dans un onboarding ou à l'inverse, les trucs à ne pas intégrer dans un onboarding? 90 days, donc le 90 jours, le 30, 60, 90 jours, donc ça, c'est déjà une bonne pratique. C'est une pratique très américaine parce que c'est pareil, c'est une idée simple que tu peux passer à l'échelle. Je pense qu'aux États-Unis, dans toutes les entreprises,
Quand on dit onboarding, les gens pensent 30, 60, 90. Donc c'est qu'est-ce que la personne doit avoir accompli au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 90 jours. C'est un bon, j'allais dire framework, je cherche pareil, j'essaye d'éviter les anglicismes, mais... Système de pensée, je sais pas. Ça, voilà, c'est un bon système de pensée pour accélérer, pour s'assurer qu'on va vers l'impact le plus vite possible. Donc on démarre par définir l'impact à 90 jours, à 60, à 30 jours. Et ensuite, on construit l'onboarding pour assurer cet impact-là. Je dirais que ça, c'est la partie performance. Ce système-là, il garantit de fait, parce que tu pars du résultat et tu dis, en fait, moi, ce que je veux, c'est ce résultat à 60 jours. Et ensuite, tu construis l'onboarding pour ce résultat. Si tu vois que tu as des blocages au milieu, il faut avoir des check-in. Donc, je pense que c'est très important d'avoir un dialogue avec la personne, parce que souvent, l'idée que tu te fais de son expérience et son expérience réelle, en fait, peuvent diverger très vite. Si tu dis juste, moi, j'ai fait un onboarding, suis-le, on s'appelle en 60 jours, je viendrai vérifier si tu as accompli l'objectif. Donc, il faut beaucoup de dialogue au début. Mais sur la partie performance, ça fonctionne. Après, il y a la dimension culture, et je pense qu'elle est très importante. Culture, on pourrait dire leadership, ou c'est posture, quoi. C'est quelle est la mission de l'entreprise? Quel est son système de valeurs? Est-ce que la personne, elle a les repères? Parce que, tu vois, il faut se mettre à la place de la personne qui arrive dans un nouvel environnement, dans un nouveau groupe. Et donc, par exemple, chez vous, ça se passe comment, mon onboarding, si je viens de vous rejoindre? Alors, chez nous, il faut savoir que sur la culture, on a fait... moi, j'ai fait un projet de culture, je suis allé très loin. Voilà. Mais ça m'intéresse, raconte. Alors, donc, sur la culture, donc nous, on a une culture. Déjà, je lui ai donné un nom. Donc, c'est Convexity. Okay. Voilà, c'est le nom de la culture chez 360 Learning. Je pense qu'on a fait un truc, on est allé, mais vraiment de loin. En tout cas, j'ai jamais vu des gens qui sont allés aussi loin dans la construction d'une culture et d'une culture différente. Et je pense que c'est un système qui est vraiment très adapté à l'environnement technologique. Je suis très heureux parce qu'on entend maintenant tous les jours des gens qui disent sur la culture, on s'inspire ou on récupère et c'est fine, il est là pour ça. On récupère et on adapte le système 360 Learning. Je pense qu'on a plus d'une dizaine de boîtes où on a entendu ça, où on les aide d'ailleurs en leur donnant les outils, les inputs. Tu me teases là, donc raconte-moi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que tu fais? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le contenu de la nôtre, et il y a qu'est-ce que c'est construire un système de culture. Donc, si on peut faire les deux en même temps. Mais déjà, bon, un système de culture, c'est dire, il y a quelques idées, il y a quelques notions. Certains, ils appellent ça des valeurs. Moi, j'aime pas la notion de valeur. Nous, on appelle ça des tribus, des tribes. Mais c'est dire, bon, j'ai quelques concepts qui sont les piliers de ma culture. Ok. C'est important parce que ça permet donc de créer un système qui est simple à comprendre parce qu'il y a quelques valeurs à retenir et il va falloir revenir dessus, insister pour qu'on ait un groupe qui se dit voilà, on partage ces éléments-là, comme ça c'est bien clair, on a quelques concepts. Alors chez nous, les concepts, il y en a alors nous on en a 13, il y en a 3 qui sont principaux, il y en a 10 qui sont beaucoup là pour supporter les 3 premiers. Les 3 premiers, c'est l'impact, on dit low authority, une autorité faible, un faible niveau d'autorité, et la flexibilité, en anglais on dit your life, your way. Impact, c'est quoi? Dans l'univers technologique, on a souvent tendance, on peut se retrouver à réfléchir à partir des contraintes. Parce que la technologie, c'est contraignant. Tu peux avoir de la dette technique, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui sont compliquées à faire, des choses qui sont simples à faire. Impact, c'est pour se dire, un peu à l'américaine, c'est pour se dire, quand on fait un projet, on démarre par se demander quel résultat on veut. Et le résultat, c'est pas le résultat pour nous. C'est le résultat qui va être visible à l'extérieur. Nos clients, voilà, nos utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Aujourd'hui, on a tel chiffre, il est là. Ce chiffre, on voudrait qu'il passe de 12 à 14. Ça, c'est le début de la discussion, c'est l'impact. Après, on va parler des contraintes. Et si la contrainte, elle est grosse et que c'est passer de 12 à 14, c'est un énorme challenge, oui, on va réfléchir à ce que ça vaut la peine. Mais peut-être que oui, ça vaut la peine. Et donc oui, on va aller faire. On va aller prendre cet énorme challenge parce qu'on veut passer le chiffre de 12 à 14. Mais impact, c'est se rappeler que le début de la discussion, c'est qu'est-ce qu'on va mesurer comme résultat. Et c'est pas que l'impact au sens... Donc c'est aussi impact positif sur le monde. C'est aussi
être capable de rêver et de dire on va faire des grandes choses. Mais à la fin, c'est on met un chiffre. Que ce soit impact positif sur le monde, que ce soit grande ambition, on met un chiffre et on réfléchit à partir de là. Deuxième chose, c'est low authority. Donc ça, vraiment, moi j'adore. Je pense que moi j'ai un problème avec l'exercice de l'autorité, ça m'énerve. Quand quelqu'un vient et dit j'ai l'autorité, du coup on va faire comme je dis parce que c'est moi, ça m'a énervé. Je pense que j'ai démarré moi, en bossant dans une grande banque, j'ai pas pu rester et je pense que c'est parce que vraiment ça m'insupportait, l'exercice débile de l'autorité. Et donc, au début on disait pas d'autorité. Et maintenant je dis autorité, mais le plus faible possible. Pourquoi ? Notre postulat, la manière dont on opère chez 360 Learning, c'est que si le management, le leadership fait bien son travail, premièrement, tout le monde peut avoir du leadership. C'est pas quelque chose qui est possédé par un petit groupe. Et ce leadership, s'il est bien exercé, en fait, il s'exerce sans autorité. Les leaders, les grands leaders, ils donnent pas des ordres. Les grands leaders, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent du contexte, ils anticipent, qu'ils ont des roadmaps, ils sont capables de dire dans 3 mois on sera là, dans 6 mois on sera là, dans 9 mois on sera là, dans 1 an on sera là, dans 2 ans on sera là, dans 3 ans on sera là. D'ailleurs, souvent c'est plutôt dans l'autre sens. C'est dans 3 ans là, dans 2 ans là. Et donc ils donnent aux gens autour d'eux de la visibilité, qui permet à chacun d'anticiper, qui permet à chacun de prévoir et d'organiser son périmètre. Quand ça c'est bien fait, quand chacun a du leadership, quand chacun anticipe, communique, il n'y a pas besoin de donner des ordres. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être bossy. Voilà. Mais parfois, on n'a pas tout prévu. Donc parfois, on est surpris. Parfois, il y a un truc qui fonctionne mal. Et là, il y a besoin que quelqu'un vienne et dise on a un problème qu'on doit résoudre d'ici ce soir. Donc, quelqu'un se met au centre et il dit je vais faire un plan pour résoudre ce problème et j'ai pas le temps d'en discuter. On n'a pas le temps de donner de la visibilité. D'ailleurs, on est déjà en retard. On n'a pas le temps de donner toute la transparence parce qu'en fait, on a déjà merdé. C'est déjà trop tard. Et donc là, tu peux avoir pendant un court instant un exercice de l'autorité un peu descendant pour résoudre un problème. Mais low authority, c'est là pour dire, parfois ça arrive, mais quand ça arrive, on reconnaît, on est conscient que c'est parce qu'il y a eu une faille dans le leadership. Il y a eu une faille en amont dans le leadership. Le leadership n'avait pas anticipé, le leadership n'avait pas bien communiqué, le leadership n'avait pas fixé un objectif, et du coup on se retrouve à gérer dans l'urgence. Voilà. Donc l'autorité, elle doit être faible. Voilà. Et le troisième, c'est Your Life, Your Way, c'est dire, nous, chez 360 Learning, on mesure la performance des gens. Le reste... Comment tu t'y prends, les moyens, c'est ton problème. Va à la plage, travaille d'où tu veux, travaille la nuit si tu veux et dors le jour, fais ce que tu veux. Et nous, c'est de dire, on va mettre en place quand même... Vous êtes remote ou pas ? On est remote, donc on a l'option full remote qui est privilégiée pour tout le monde depuis 2018. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 40% je crois que le chiffre, c'est 40% en full remote. Ensuite, il y a une option partial remote. Les gens qui optent pour du full ou du partial remote, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent s'organiser, donc de l'argent en plus. Et effectivement, c'est remote, mais c'est pas que... Parce que remote, bon, c'est l'air du temps, mais c'est un peu facile. La question, c'est est-ce que tu maximises les possibilités pour les gens d'avoir peu de contraintes dues à l'organisation, des contraintes de temps et de comment ils s'organisent. Si tu as une organisation qui fonctionne sur des meetings, déjà, ça va être difficile. La flexibilité, elle est difficile. Ah oui, vous avez pas quasiment pas de meeting, vous. Le moins, il faut dire, les meetings, on en fait le moins possible. Donc voilà, donc ça, c'est le système de culture. Ce système de culture, si on prend un niveau, à quoi il sert ? C'est un objet qui est là, c'est un objet révolutionnaire, au sens le plus propre de révolutionnaire. C'est un objet qui permet aux salariés, aux collaborateurs, aux juniors, au gars qui vient de finir ses études, il arrive dans le monde de l'entreprise, il ne connaît pas. En fait, on lui dit tu as le droit d'exiger tout ça. Donc si tu as quelqu'un qui dit là, on va faire un meeting demain à telle heure pour discuter de ça, tu peux lui dire non, donne-moi les points, écris-les-moi, pose-moi les questions, moi je vais venir. Et si seulement à la fin, si on est en situation de blocage, qu'on a besoin de faire un brainstorm, qu'on a besoin de faire un meeting, là je viendrai faire un meeting. Mais tu peux exiger ça. Pareil sur low authority. Tu peux exiger que si tu es onboardé par quelqu'un, il vient pas là pour être ton boss. Il vient pour te donner de la visibilité. Il vient pour fixer un objectif. Mais il vient pas pour te donner des ordres et te tasquer. Et on a ce système qui est là pour que chacun puisse dire, bah non, voilà, ça ne devrait... Si tu expérimentes ça chez 360 Learning, tu peux dire, non, ça, il y a un problème.
Et du coup, ces 3 tribes, je sais plus comment tu les as appelés, je les, en tant que onboardé, comment ça se passe en fait? Comment je les découvre? Est-ce que c'est sous forme de vidéo, de texte? Est-ce que j'ai des quiz dessus? Comment ça fonctionne? Donc ça, voilà. Donc ça, maintenant, c'est qu'est-ce que c'est un système de culture? Et ça pourrait être d'autres tribes. Alors, je dis tribes et pas valeurs parce que, pour revenir là-dessus, c'est quoi ce truc de tribe? C'est que quand on dit valeurs, on a l'impression que ça va être figé. On dit c'est des valeurs ancestrales, elles sont écrites sur les murs. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe dans les entreprises, c'est que les valeurs, elles se retrouvent écrites sur les murs. Et donc, c'est quelque chose. Et il y a d'ailleurs une super vidéo de Steve Jobs qu'on trouve en tapant Steve Jobs Process versus Content. Et Steve Jobs dit, les entreprises, souvent, elles get confused. Elles sont dans la confusion parce qu'elles essayent, avec du process, d'institutionnaliser les raisons de leur succès initial. Donc elles disent, on essaye de dire, voilà, notre succès initial, il était dû à 4 éléments de notre attitude, et on va essayer de perpétuer ça pour toujours, en faisant des valeurs. Et donc du coup, il dit, voilà, ces entreprises, elles essayent de mettre des process pour répéter infiniment les raisons d'un succès initial. Donc l'erreur là-dedans, elle est évidente, c'est que les raisons du succès initial ne seront pas les raisons du succès futur. Le monde change, l'entreprise change de taille, le contexte change. La culture doit changer. Donc nous, on ne dit pas valeurs, on dit c'est pas des valeurs figées dans le marbre, c'est plutôt un groupe de gens. Donc nous, pour chacune de ces tribes, on a un groupe de gens qui sont chargés de faire vivre et de faire évoluer. Voilà, ce système, c'est un système qui doit évoluer, il doit s'adapter. Donc c'est pas des valeurs. Ouais, je comprends. C'est évolutif. Bon, maintenant, le système. Si on oublie, notre contenu à nous, si tu pourrais dire les valeurs, c'est l'inverse. On réfléchit pas par l'impact, on réfléchit par les contraintes, on adore l'autorité, voilà, c'est l'armée, voilà. Donc c'est... Non, mais même par rapport à vous, j'essaie de comprendre comment tu les transmets, et ça donne quoi? Je viens d'arriver chez 360 Learning, comment je suis au contact de ces tribes, comment on m'explique ce qu'elles veulent dire, et encore une fois, ça m'intéresse de savoir, vu que ton outil en plus le permet, au niveau des quiz et tout, est-ce que vous utilisez ça sur la partie culture? Alors, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis oublions, parce que c'est d'une manière méta, ça s'appliquerait à n'importe quel système. D'accord, ok. Tu as tes 12 valeurs ou tribes, tu les appelles comme tu veux, tes piliers, whatever. Et maintenant, tu dois le faire vivre. Parce que c'est pas juste un truc, il faut que ça devienne une réalité du quotidien. Et là, tu as le système RH. Le système, ce qu'on appelle la gestion RH. Donc RH, c'est horrible, c'est ressources humaines. Comme si tu dis l'humain est une ressource. Il faudrait changer de mot. Alors à nouveau... Oui, c'est pour ça qu'il y a Head of People, Head of Care. Alors à nouveau, on a les mots anglais. Donc, parce qu'on sait dire ressources humaines en France. Je sais pas si on pourrait dire chef du peuple. Bon, ça marche pas. Mais maintenant, en anglais, on dit people. Donc le système, si tu veux faire vivre ta culture, il faut organiser tous les points de contact RH selon ce système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au recrutement, tu fais une évaluation de est-ce que la personne, sur mes 5 valeurs, elle a un fit. C'est-à-dire que tu fais vraiment l'évaluation. Au début, tout de suite, recrutement. Tu vois un candidat, tu dis, OK, moi, dans mon process de recrutement, j'ai ces valeurs. Alors, je les passe. Est-ce qu'il va être compatible avec ça? Est-ce qu'il va être compatible avec ça? Voir, est-ce qu'il va m'amener? Il va m'apporter quelque chose de plus. Donc, par exemple, prenons impact pour toi. Comment t'évalues impact? Alors, ça, impact, c'est facile. Hein. Tu poses des questions en entretien et puis tu vois si la personne, si tu lui dis, bon, je sais pas, donc il faut déjà, en entretien, il faut faire des cases. Donc ça, moi, c'est un truc sur lequel je suis assez rigide parce que le piège d'un process de recrutement, c'est on va discuter. Voilà. En fait, un process de recrutement, il faut tester. Et il faut tester idéalement plusieurs candidats. Donc, il faut idéalement arriver avec au moins à la fin 2 candidats qui ont été testés et qui ont produit un case, qui ont produit un travail. En live ou en asynchrone? Peu importe. Si tu dis on va faire la surprise, on fait en live. Si tu veux leur donner un devoir, tu fais un devoir. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies un résultat tangible sur un exercice concret qui te permet de comparer tes candidats. Et donc, dans le case, tu peux glisser une question et tu vois, il y a des gens qui... Tu leur dis, je sais pas comment... voilà, on doit créer un nouveau podcast, un nouveau média. Comment est-ce qu'on fait? Puis tu vois, celui qui te dit, comment est-ce qu'on fait? On s'assure qu'on a du matériel, qu'on a le temps et qu'on a les ressources. Et puis tu as l'autre qui va te dire, d'abord, on se demande quel est l'objectif, qui on veut toucher et quel est, à un an, qu'est-ce qu'on attend de ce média.
parce que si on attend qu'il ait un impact mondial ou en France, ça va pas être pareil. Donc il dit, il y en a un qui va te dire, moi je vais commencer par regarder mes contraintes, puis il y en a un autre qui va te dire, moi je vais commencer par me demander quel résultat on veut. Et si tu m'as pas dit quel résultat on veut, en fait je peux pas répondre à ta question. Voilà. Là tu vas voir deux manières de réfléchir différentes. Voilà. Donc premièrement, recrutement, tu testes. Comme ça déjà tu recrutes des gens qui ont un pré-fit avec ton attente à toi. Et puis ton attente, elle peut être... tu vois, tu peux dire, moi, je cherche des gens... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup... Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, notre culture, je ne dis pas qu'elle est la meilleure culture. Et je pense qu'il faut vraiment se dire... Oui, c'est la vôtre, point. Et ce qui compte, voilà, elle est différenciée. La culture d'entreprise, c'est pas... Il ne s'agit pas d'avoir raison, il ne s'agit pas d'être universel. Voilà, c'est un truc qui est beau, je pense, dans le monde du business. Contrairement à la sphère publique, c'est que le monde du business, c'est justement pas un système de valeurs, c'est la diversité, c'est beau. C'est-à-dire, il s'agit de trouver la bonne entreprise pour chaque personne. Il ne s'agit pas de savoir quelle entreprise a raison. Il s'agit de dire, voilà, il y a des systèmes, ils vont convenir à certains, ils vont pas convenir à d'autres. D'ailleurs, j'aime bien la définition, je sais plus dans quoi j'ai lu ça, mais que tu peux définir une valeur de boîte que si tu as des gens qui aimeraient s'en opposer en fait. J'aime bien cette vision-là. Et typiquement, il y a des gens, si on prend la deuxième pour toi, il y a des gens pour qui avoir des titres, une hiérarchie, c'est important. Et une autorité. Avoir quelqu'un qui leur dit, aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas pas faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé. Et il y a des gens que ça va rassurer. Et qui vont mieux exécuter comme ça, qui vont dire, voilà, je suis beaucoup plus rassuré parce que j'ai un patron très directif qui me dit il me dit pas ce que je dois accomplir, il me dit comment je vais l'accomplir, donc il me tient la main. Et ça, notamment en début de carrière, etc., ça peut même t'aider à apprendre plus vite. Donc pour revenir à un point, donc recrutement, tu impliques ton système RH, et après, évaluation. L'évaluation de la performance, je pense que c'est quelque chose de très important dans une entreprise, c'est d'avoir un dialogue continu, donc je pense que c'est au moins tous les 3 mois, pour dire voilà ce qu'on pense, voilà ce que l'entreprise, voilà ce que ton équipe pense de ta performance. On voulait achieve ça. Voilà ce qu'on a fait. Donc basé sur les résultats. Basé sur des résultats. Donc, je crois que vous utilisez les OKR, c'est ça ? Exactement. Donc, Objective Key Results. Exactement. Les OKR, c'est assez récent. Je pense que ces outils, il y en a qui sont en train d'arriver à maturité aujourd'hui, que ça vaudrait la peine de les re-benchmarker. Nous, quand on avait fait un benchmark, on a testé 3 ou 4 il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et à la fin, on s'est dit, on va tout mettre dans les spreadsheets. Et donc, ça ressemble à quoi ton spreadsheet ? C'est des résultats, je lance un blog... nombre de visiteurs. Tu as une mesure sur l'objectif ou que sur les key results ? L'objectif, il peut être plus aspirationnel, plus qualitatif. Les key results, donc c'est ça, objectif, c'est plus vision. Key result, c'est comment on le mesure. Donc un objectif, 2 ou 3 key results, pas plus de 5 objectifs par personne. Et en termes de key results, tu vas en avoir combien, max ? 2-3 par objectif, donc tu peux aller jusqu'à 10-15. Ok. C'est beaucoup, 10-15. Sur un trimestre, 3 mois, c'est 60 jours de travail. Si tu mets 15 objectifs, il faut que ce soit des objectifs qui prennent pas plus que 2 jours. Et dans ce Google Sheet, moi, salarié, je vais revenir tous les combien de temps dessus ? C'est-à-dire que j'ai compris qu'on avait un point au trimestre. Est-ce que je vais, je sais pas le terme, mettre à jour mon avancée ? Est-ce qu'il y a un suivi intermédiaire avant d'arriver à la fin du trimestre sur où on en est dans la progression ? Je pense dépendant des personnes et de leur volonté. Tu as des gens qui vont avoir une envie, un besoin, ou parfois des projets aussi. Parce que quand tu as du projet transverse qui touche plusieurs personnes, il faut que ces personnes se synchronisent beaucoup. Et donc après, selon les personnes, tu as des gens qui vont... Tu te mets d'accord sur les OKR du trimestre. Ensuite, tu leur dis, allez, go. Et ils reviennent 3 mois plus tard. Ils disent, voilà, tout est vert, j'ai tout fait, quelle est la suite ? Ou tu en as d'autres qui vont être plus demandeurs, soit parce que soit le tempérament, soit la nature du projet. Vont être plus demandeurs de check-in. Mais ce qui compte, c'est que voilà, quand on fait ces check-in d'équipe... Au niveau tech, c'est plus rapide, non, quand même ? La tech, c'est vraiment dur, parce que c'est pas par hasard. C'est toutes ces startups, la tech, elles sont là parce qu'il y a la tech, donc c'est l'outil puissant. Mais du coup, c'est là où il y a aussi beaucoup de challenges parce que c'est très dur de prévoir combien de temps ça va prendre, etc. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, nous c'est comme ça, mais je pense que c'est l'état de l'art quand même le plus moderne. Tu vas avoir de la tech côté squad, donc c'est de la tech fonctionnelle. Et là, tu peux la rattacher à des objectifs business. Tu peux dire, en fait, l'objectif de la tech, c'est de monter le nombre de formations jouées de temps de 10 par user par mois à 12. Et ensuite, on doit faire des features pour cet objectif, qui est en fait un objectif business. Ou alors, tu as de la tech qui est plus côté DevOps infra. Et là, tu vas dire, voilà, le temps de chargement des pages, il est à temps en moyenne, il faut qu'il baisse à temps.
Voilà, c'est globalement peut-être ces 2 types de sujets. Et toi, vous arrivez à créer des key results pour tous les types de départements. C'est quoi, toi, ta lecture? En sachant que sois à l'aise, parce que j'ai eu toutes les visions de personnes qui adorent aller dans le détail pour chaque personne. Non, je suis à l'aise. Tu peux y aller et tu dois pas avoir l'impression que tu vas dans des détails et que ça prend des heures, sinon c'est que tu es en train de mal le faire. Voilà. Mais il faut des gens très talentueux. En fait, si je peux me permettre d'être un peu provoque, je pense que si on n'arrive pas des gens qui n'arrivent pas à fixer des objectifs, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils font. Voilà. Tu veux dire quoi? Si tu sais pas quel est ton objectif, si tu sais pas le mesurer, c'est qu'en fait, tu sais pas ce que tu fais. Punchline, c'est bon, fini l'interview. Et moi, j'ai un truc, c'est l'impact. Et vraiment, impact, c'est là pour faire ça. C'est là pour dire, démarre par te demander ce que tu veux accomplir. Je vais te prendre un exemple. Je prends un exemple parce que c'est un exemple récent. Récemment, donc, on a un très gros client qui nous dit, je fais un déploiement. Telle semaine, je vais former 40 000 personnes. Waouh. C'est mon... salarié en interne? Ouais. De la même semaine. Et c'est tout, y compris en fait le C-level, le COMEX, tout le top management de la boîte. 40 000 personnes. Nous, on avait une release, on release toutes les 3 semaines, on avait une release prévue la même semaine. Donc le client nous dit, on a vu que vous aviez votre release prévue ce jour-là. Est-ce que vous voulez pas décaler votre release? Parce que nous, déjà, on va vous envoyer beaucoup de volume le même jour. La plateforme, elle tient, mais si vous faites une release, ça peut introduire de l'incertitude. Est-ce que vous pouvez faire ça? Nous, on parle, donc nous, les gens du Customer Success parlent avec la technique, machin, et puis on dit, bon, ok, en fait, non, on laisse notre release là où elle est, parce que c'est chiant de décaler une release. On essaie quand même on communique sur les releases, on essaie d'avoir de la prédictabilité. Donc décaler une release, c'est un gros truc, et c'est pas... Ça a des conséquences sur la communication et sur aussi les autres clients qui, du coup, reçoivent les features une semaine plus tard. Parfois, on a des engagements sur des livraisons, donc ça veut dire qu'on décale des engagements d'une semaine. Bon, donc il y a des downsides. Bon, à la fin, ok, on dit, on touche pas à la release, en fait, on est confiant. Et je vois ces discussions, donc c'est une discussion qui a lieu en asynchrone. C'est quoi, c'est Slack que vous utilisez? On utilise, j'ai interdit Slack, mais on utilise Trello. On peut parler de pourquoi Slack. Je pense que c'est vraiment le poison, tu vois, de la productivité, mais on pourra en reparler. Là aussi, c'est un peu controversial. Et donc moi, je suis venu et j'ai dit une phrase. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que l'objectif, c'est que le client X expérimente 0 bug durant cette semaine? Point d'interrogation. Voilà. Et ça a shifté complètement la conversation. On a dit, ok, finalement, en fait, on décale un peu la release. Ouais. Voilà. Cette question, quel est l'objectif? Est-ce que je peux mettre un chiffre? Donc, l'objectif, en fait, c'est que le client, il voit 0 bug. Et en fait, si tu dis pas, tu commences pas la discussion par te dire, ok, le client, il nous demande ça, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Et si tu commences bien la discussion, en fait, j'ai mesuré quelque chose. Et donc, c'est simple. C'est en fait, bon, le client, il nous dit ça, j'ai un truc important pour moi. Bon, l'objectif, c'est qu'il ait une expérience parfaite. Donc, je pars de là et je le mesure. Mais si je dis pas ça, en fait, la discussion, c'est quoi? C'est une conversation de bistrot. C'est, ah oui, bah, le client, il veut ça, mais nous, c'est chiant de décaler. Elle a l'impression que tu pèses du pour et du contre, mais en fait, elle n'est pas structurée, cette discussion. En tout cas, on n'a pas identifié l'essentiel de cette conversation. Voilà. Et la mesure, quand on dit mesure, c'est pas chiffre versus lettre. C'est quand on dit mesure, c'est être capable de dire à la fin c'est vert ou rouge. Ça peut être une couleur quand je dis mesure. C'est juste, est-ce qu'on est capable de différencier la réussite de l'échec? Voilà. Ça, c'est très difficile à faire. Mais c'est pas difficile parce que bon, parfois c'est impossible. C'est difficile parce que c'est une technicité. C'est comme si je dis jongler avec 5 balles, c'est difficile. Si tu sais pas jongler avec 5 balles, tu peux pas monter un cirque. Bon, si tu sais pas fixer des objectifs, tu peux pas monter une équipe. Moi, je suis à fond là-dedans, parce que même à l'échelle individuelle, des fois, je vais demander aux personnes, tu veux quoi? Et elles me disent, je veux avoir plus confiance en moi. Je dis, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi pour toi avoir plus confiance en moi? Et ça va tout changer quand on va passer de je veux avoir confiance en moi à je veux être capable d'avoir cette conversation difficile avec ma femme. Et là, d'un coup, il y a un plan d'action qui devient presque naturellement parce qu'en fait, c'est plus hyper abstrait parce qu'on a toujours des problématiques de stress et de confiance. Et moi, je suis à fond. De toute façon, les Américains, moi, je suis picousé américain, donc il n'y a pas de problème. Faut fixer l'objectif, faut dire ça, c'est la réussite, ça, c'est l'échec. Boum, je suis d'accord. Et donc voilà, donc pour revenir, donc le système de la culture. En recrutement, tu évalues. Ensuite, donc je disais, il y a les check-in de performance tous les 3 mois pour que les gens aient un retour, idéalement un retour mesuré, une lettre A, B, C, D, E, où est-ce qu'on pense que ta performance. Et là, aussi sur la culture, pour qu'il y ait aussi une discussion sur voilà. Dans le spreadsheet, j'ai les valeurs, c'est ça? Ouais. Et en face, moi, manager, je vais dire quelque chose? Ouais. Je vais dire quoi?
C'est une couleur, c'est un nom, c'est un... Où tu vas dire, voilà, je pense que sur nos 5 valeurs, t'es très très bon, et d'ailleurs t'amènes quelque chose, et on est en train d'apprendre de toi sur ça et ça. Je pense qu'il y a une opportunité d'amélioration, comme disait Américain, il y a une opportunité de faire mieux sur ça et ça, et là il faut prendre, après c'est comment donner un feedback, il faut prendre des exemples, il faut être concret, voilà. Donc ça, donc dans le système RH, donc recrutement, évaluation, formation. Donc tu prends tes valeurs, tes piliers de culture, et tu dis dans chaque pilier de la culture, j'ai des formations pour que les gens comprennent comment on réfléchit, comment on s'aligne et qu'ils puissent pratiquer. Donc par exemple, tu as une formation impact. Oui. Qui dure, ça ressemble à quoi? C'est pour toujours. Donc nous, c'est sur la plateforme, donc tu as du contenu, tu as des vidéos, tu as des exercices, tu as des one-to-one, tu as tout l'attirail de la formation, et ça va même plus loin, parce qu'après on a formation, on a aussi coaching, donc ça c'est pas sur notre plateforme, parce que nous on n'est pas une plateforme de coaching, mais tu as après coaching, on utilise une plateforme qui s'appelle MoveOne, dont on est très content. T'aimes bien? On est très content, oui, parce que tu trouves des coachs, et puis moi je vois sur certaines personnes, donc ça veut dire qu'on dit, bon, bah, si tu as une difficulté quelque part, hop, on va chercher un coach à l'extérieur, il va t'aider. Ça peut être un coach à l'intérieur ou à l'extérieur. Et voilà, donc ça c'est le pilier formation. Juste pour avoir une idée, parce que j'ai du mal à me le représenter, la formation Impact, elle prend combien de temps à suivre? En fait, ça dépend vraiment. Il y a sur la partie formation. Donc nous, je pense qu'on est très avancé sur la formation. On a une personne, voire plusieurs, qui sont en charge de cette formation interne. Et ça revient à dire, on regarde donc les points forts, les points faibles de chaque personne. Et on a des outils, donc des formations, du coaching, pour les aider à closer le gap de compétences entre là où on pense où il y a une opportunité de s'améliorer et ce qui est attendu. Donc ça va être des formations qui sont envoyées, qui sont partagées. Et ça veut dire aussi qui sont sur 360 Learning dans votre cas. Et qui sont sur notre plateforme. La plateforme, elle est vraiment pensée pour permettre de faire ce genre de choses. Alors, question qui est liée à ça, que je trouvais complexe. Au niveau REM, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un lien entre l'atteinte de ces objectifs trimestriels et ma REM en tant que salarié? C'est comment votre modèle de rémunération? Ça, c'est un gros point de galère pour plein d'entrepreneurs. On a un super article là sur le blog sur tout le système de rémunération. Donc le système de rémunération, premièrement, il est totalement transparent. Chez vous? Ouais. Il est basé, ça ne veut pas dire que tout le monde connaît les salaires de tout le monde, ça veut dire que les salaires sont fixés à partir de 2 choses. C'est le niveau, le level et la performance. Level, c'est seniorité? Donc ce qu'on appelle le level, le niveau, c'est une notion de seniorité, mais qui n'est pas forcément de seniorité en années d'expérience. Une notion de seniorité. Et quand tu fais bien les choses, ton niveau de seniorité, il repose effectivement en partie sur où est-ce que tu positionnes les gens sur tes valeurs. Donc si tu as quelqu'un qui sur toutes les valeurs de ton entreprise, il est au niveau maximum, oui, ça va faire monter son level aussi. Donc ça fait un bonus. C'est plutôt la base. Le bonus, il va être sur la performance. Donc c'est encore 2 choses. Il y a le variable et il y a le fixe. Après, tu dis il y a variable et fixe. Le variable, c'est sûr, c'est sur l'atteinte d'objectifs. Le package global, est-ce que tu es un package global de 50 ou un package global de 70 en milliers d'euros par an? Donc c'est ce que ton salaire, c'est 50 000 euros ou 70 000 euros ou 30 000 euros. Ça va être par rapport à donc, ton level et ta performance passée. Mais c'est pas lié au département? Et c'est aussi lié au département. Nous, on a 4 grilles. Parce que selon les métiers, c'est sûr que entre la tech et RH, par exemple, c'est très différent. Voilà, tech, RH, marketing. Donc, on a 4 grilles. Voilà. Et ces 4 grilles, idéalement, tu les benchmarks. C'est-à-dire qu'elles viennent, tu as des outils aujourd'hui, je sais pas les noms, on utilise 2, mais je me rappelle plus les noms. Tu as des outils qui te donnent une vision du marché par métier et par niveau. Donc, voilà. Ça, c'est le playbook RH. Ça, c'est l'état de la RH, de comment tu fixes. Du coup, là, tu parles que ton level, c'est proportionnel à comment tu matches avec la culture. Mais pour bien comprendre, entre un head marketing et un rédacteur et un copywriter, j'imagine qu'un rédacteur pourrait matcher avec toutes tes valeurs, avec toutes tes tribes. Il n'a pas le même salaire que la personne qui est head. Si les deux. Tout à fait. Alors comment ça fonctionne? C'est quoi du coup A priori, s'il est rédacteur, mais que sur les piliers de ta culture, il est au maximum sur tout, tu vas en faire un CMO très rapidement. Voilà, parce que c'est un mec exceptionnel. Ou alors, c'est que tu n'as pas été assez ambitieux sur tes piliers. Si ton système de valeur, il est bien fait, quelqu'un qui est au max, que tu estimes être au maximum sur chaque valeur,
C'est quelqu'un qui est très fort. Ouais. Mais donc ça veut dire que c'est une évaluation sur 10 sur les valeurs? Sur 10, sur 5, comme tu veux. Idéalement, donc sur chaque valeur, effectivement, tu fais des niveaux. Et c'est comme ça aussi que tu peux organiser ta formation, parce que tu peux dire impact niveau 1, impact niveau 2, impact niveau 3, impact niveau 4. Alors comment tu gères une peur très française qui est que si je suis en dessous de 7 sur 10 ou 3 sur 5, eh ben, je suis nul. Le niveau, c'est pas forcément une note, c'est plus où t'en es dans un chemin. Et typiquement... ça, c'est intéressant, comment tu le frames, parce que je pense que c'est vraiment une question de perception, et que si c'est vécu comme une note et que je te dis t'es à 1, pour un Français, c'est la loose quand même. Hein. Je crois pas. Hein. Non, je crois qu'il faut être assertif. Et tout le monde doit progresser sur des choses. Il y a des endroits où t'es... Si t'as recruté un gars qui est à 0 partout... Non, mais là, il y a un problème de recrutement. Mais donc, normalement, tu dois arriver en disant, voilà, toi, t'es très, très avancé sur A et B, et puis t'es moins avancé sur C et D. Donc, moins avancé peut dire 1 étoile, par exemple. Ouais. Ok. Mais tu peux mettre des étoiles, pourquoi pas? Tu veux dire 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Non, c'est vrai. C'est comme au ski. Comme au ski, ouais. Ou comme à l'armée aussi. Ouais, voilà, tu mets des ceintures sinon. Voilà, tu mets des épaulettes. Ou des médailles. Donc voilà, ça c'est une autre dimension. C'est la dimension learning. Donc t'as tes valeurs, tu les organises par niveau, et pour passer d'un niveau à un autre, tu donnes les outils, tu donnes la formation ou le coaching qui permet à la personne de passer un niveau. Ça va déterminer mon salaire. Oui. Comment tu gères le fait, par exemple, dans l'équipe, j'ai quelqu'un qui s'appelle Timmy, et sa vision à lui, il me faisait... Une fois, un jour, je fais une conférence, je lui dis, t'en as pensé quoi? Et il me dit 7 sur 10. Et moi, dans ma vision, 7 sur 10, c'est putain, j'ai vraiment pas été très bon. Et je creuse, et il me dit non, mais c'était super. Ouais. Comment tu gères l'écart qu'il peut avoir entre deux managers qui, pour l'un, super, c'est 3 sur 5, 3 étoiles, et pour l'autre, ben, c'est 5. Il faut mesurer. 7 sur 10, ça veut rien dire. C'était quoi l'objectif? C'est combien de vues? Je sais pas, c'est l'applaudimètre. La conférence, elle est super, ça veut pas dire grand-chose. Quel était l'objectif de cette conférence? D'accord. On voulait des vues, on voulait des nouveaux followers. Je pense que si tu veux des vues, tu dois être très provoque. Si tu veux des nouveaux followers, tu dois être très pertinent pour une cible. C'est très différent. Tu veux pas faire la même conférence. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voulait? Et est-ce que c'est atteint? Voilà, point final. C'est sûr que si c'est le manager a pris son stylo, il a mis une note, ah là, on tombe ça devient très personnel, très émotionnel et très arbitraire. Et alors de l'autre côté, comment tu gères le fait que si, de ce que je comprends, une partie de ma REM est déterminée par ma performance, de ma capacité à avoir atteint l'objectif et surtout les key results, comment je gère la tendance que l'humain pourrait avoir à vouloir négocier à la baisse les key results? Et du coup, ne pas être ambitieux. Ne pas être ambitieux et ne pas avoir ce qui était presque l'objectif du key results, qui est de dire allez, on atteint ça en fait. Comment tu gères cette aspect-là? C'est une bonne question. C'est dur en France. Je pense aux US, il y a cette culture de dire on va rêver un truc très grand. Et en France, il y a cette culture de dire je vais manager les expectations pour surdélivrer. Et du coup, c'est vrai que c'est dur de dire allez, on va aller faire plus. Et c'est vrai que tu sors les gens de leur zone de confort aussi. Alors je pense que l'un des instruments pour ça, en tout cas nous, l'un des instruments pour ça, c'est aussi les BSPCE. Donc c'est le fait que tout le monde a un petit stake dans l'entreprise et peut arbitrer. Et ensuite, ça peut être aussi de décorréler le variable d'une certaine manière. En fait, tu arrives sur des problèmes qui sont des problèmes très, très fondamentaux. Hein. Tu poses les bonnes questions. C'est que si tu mets du variable sur les objectifs, tu vas donner, et c'est bien normal, aux gens une envie de négocier les objectifs à la baisse. Parce qu'en fait, ils veulent plus d'argent. Et c'est normal. Donc, idéalement, nous, on n'est pas là, mais je pense qu'idéalement, en fait, tu mets le variable sur l'objectif global de la boîte et tu essayes de ne pas le bouger toutes les 2 minutes, de dire, en fait, l'objectif de l'année, il est là. On se l'est dit en début d'année. Là, tu as une discussion. Tu fais des ateliers, tu investis beaucoup. Tu dis, allez, on réfléchit, on regarde, on dit, tiens, regardez, eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ça. Des gens dans le monde. Voilà, tu dis, voilà, eux, ils ont fait ça. Donc, il y a des gens, ils ont fait 100. Nous, en fait, on va faire combien? Peut-être qu'on va faire 20. Parce qu'en fait, les meilleurs du monde, ils ont fait 100. Nous, on va faire 20. On se met un niveau d'ambition qui a l'air réaliste, machin, mais qui est quand même très ambitieux. On dit, OK, on fait ça. Et du coup, on va se mettre du variable à tout le monde, basé là-dessus.
sur ce chiffre-là, pas du variable individuel. Et ensuite, et du coup là, tu décorrèles, t'enlèves cette partie argent de la discussion des OKR. Et tu dis maintenant chacun doit faire quoi pour atteindre ce truc-là, et tu vas mettre effectivement une note de perf, etc., qui va conditionner une augmentation de fin d'année, mais pas la rémunération à la fin du mois, à la fin du trimestre. Ouais, je pense que si tu fais ça, tu décorrèles bien. Nous, on n'est pas là encore. Ouais, donc moi, j'observe effectivement ce sujet de difficulté à augmenter, à fixer, enfin cette négociation qu'il peut y avoir sur les key results et le variable, etc. Et je pense qu'il y a une sous-question que j'aimerais te poser et qui, pour moi, est un vrai challenge. C'est qu'en fait, ces questions-là, si on veut les pousser, elles prennent du temps. Ça demande de la réflexion, ça demande du débat en interne, pourquoi pas avec d'autres entrepreneurs. Comment toi, tu arbitres entre, à un moment donné, on est là pour avancer, exécuter, et créer le système parfait? Parce que là, j'ai parlé de juste REM, mais on pourrait théoriser, réfléchir, brainstormer une année en fait sur ça, réaliser que c'est pas bon. Pareil sur les OKR, pareil sur les outils payroll. Enfin bref, en fait, partout. Et moi, c'est un gros dilemme, c'est que ne pas avoir de connaissances, c'est quelque part pratique parfois, parce que tu fais comme tu t'as, et en fait, tu découvres des super bouquins qui te donnent, qui lèvent, je trouve, ton niveau de connaissance, d'attente envers toi-même, mais soulève la question de jusqu'où je vais là-dedans. Et tu vois, tu disais, tiens, tu proposes quelque chose que vous implémentez pas. Comment t'arbitres, par exemple, là, à la fin de notre conversation, de dire, en fait, je lâche ce que j'ai partagé à David, c'est pas la priorité, et on verra plus tard. C'est quoi ton framework, ton système de pensée? Je suis d'accord, il faut faire cet arbitrage entre court terme, moyen terme. Je dirais que c'est à nouveau de dire où est-ce que je pense qu'on doit être dans un an. Si tu dis dans un an, si toi tu dis dans un an, je vais avoir tout le système RH parfait, tu n'arriveras pas, c'est pas réaliste. Tu vas rater ton objectif. Donc il faut se dire, première question, dans un an, qu'est-ce qui sera bien, dont on sera content, qu'est-ce qui sera manuel et arbitraire. Et puis je pense, voilà, c'est manager les expectations. Vraiment, c'est partir du résultat à moyen terme et ensuite construire une roadmap à court terme. Et puis à la fin, on a réfléchi, on a exploré 50 trucs, il y a des impasses. Qu'est-ce qu'on se dit qu'on va faire là tout de suite qui va déjà être un incrément à court terme. En fait, sur le sujet roadmap, c'est un sujet de réconciliation entre une vision de moyen terme qu'on veut accomplir. Donc déjà, se dire, j'ai cette vision de moyen terme que je veux accomplir. Et des petites étapes de court terme qui vont donner des résultats. Et donc, une bonne roadmap, c'est quelque chose qui fait la réconciliation des deux. Qui dit, les trucs qu'on va faire le mois prochain, ils vont donner des résultats le mois prochain. Et en même temps, si je regarde tout ce qui se fait sur le mois prochain, celui d'après, dans un an, tout ça mis ensemble, ça accomplit ma vision d'ensemble. Donc moi, je dirais, c'est de dire, dans un an, ton système RH, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il décrit ? Et ensuite, d'ici là, quelles sont les petites étapes qui vont apporter du mieux à chaque moment. Si tu conçois ta roadmap comme ça, en général, ça débloque parce qu'en fait, tu dis, vu l'objectif qu'on s'est donné, en fait, on va pas avoir une grande discussion sur tout, sur l'ARM, les BSPCE, les objectifs, les évolutions, parce qu'on s'est pas dit qu'on allait tout résoudre. On s'est dit qu'on allait mettre la priorité sur un truc. Alors justement, lié à ça, dans cette dimension qui est un sujet, je trouve, passionnant et forcément qui te concerne, qui est comment scaler ta boîte, il y a des choix, l'arbitrage, encore une fois, entre ces deux extrêmes, il y a des choix que tu peux faire maintenant qui vont faciliter beaucoup de choses si tu les prévois en amont. Typiquement, des fois, changer d'un système à l'autre, un an plus tard, une fois que tu es bien empêtré dedans, ça peut être compliqué. Là où, si tu l'as prévu, tu as construit avec. Et l'inconvénient de ce système-là, qui est que tu vas peut-être passer trop de temps à choisir un outil, c'est comment tu abordes les choses. Et juste pour donner un peu de contexte à ma question, il y a des fois où j'ai choisi un outil, j'ai pas pris assez de temps pour regarder, dans tous ces outils-là, qui a levé le plus d'argent. Je me suis rendu compte que quand même souvent, c'est intéressant de le regarder comme paramètre parce que tu peux avoir une bonne boîte, mais si elle meurt dans 2 ans, il vaut mieux miser sur celui qui va gagner, même si les levées de fonds, c'est pas le seul prédicteur de ça. Mais en tout cas, avoir le frame de dire quel est l'outil qui a des chances de le plus. Je sais pas, par exemple, récemment, on regardait, est-ce qu'on part sur un Intercom, Zendesk, Freshdesk, machin. Et pareil, de l'autre côté, de dire, allez, je prends le premier outil, je me pose aucune question. C'est quoi Non, il faut tester.
Sur le software, en plus, il faut tester. Et déjà, les mecs qui veulent, les logiciels qui veulent pas te laisser tester, c'est déjà un signe. Ceux qui disent non, mais tu dois décider, je t'ai fait une démo, tu vas décider sur la démo. T'es pas très confiant de ton outil, quoi. Si tu peux pas essayer, déjà, il y a un problème. Et il faut en essayer plusieurs. Et il faut vraiment faire le pilote. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut avoir les user stories. Il faut se dire, en tant qu'acheteur, tu dis, moi j'ai des user stories. Donc, user stories, c'est, je vais dans cet outil, quelqu'un va faire ça, ensuite il va y avoir ça, ensuite ça, ensuite ça. Et aussi l'impact, c'est-à-dire, et moi je vais suivre tel chiffre. Et ensuite tu testes les user stories. Et ensuite tu vois si tu arrives à construire le reporting, à mesurer l'impact que tu veux mesurer, le tien. Parce que ça ne sera pas pour 2 utilisateurs, tu vas mesurer 2 impacts différents. Chacun a son objectif. Donc si tu as un outil qui couvre tes user stories et qui te permet de mesurer l'impact, là, normalement, tu fais un choix qui va fonctionner pour toi. C'est 2 petites choses simples. Et tu l'as testé. Est-ce que t'en parlais d'onboarding. Est-ce que tu avais fini? Parce que à chaque fois, je t'arrête pour aller creuser un truc. C'est sur le système de culture. Donc, c'était de dire, voilà, tu testes sur ta grille de culture le recrutement. Tu testes, tu fais les évaluations des gens sur ta grille de culture. Tu les formes, pareil, sur ta grille de culture avec des niveaux. Nous, on utilise aussi un outil qui s'appelle de recognition, où les gens peuvent se faire un peu des... Feedback positif. Voilà, feedback positif. On utilise quelque chose qui s'appelle 7Geese, qui s'appelle maintenant Paycom, je pense. Mais bon, on utilise mais je pense qu'il y en a plein, des outils de recognition, mais là, c'est un outil simple où chacun peut dire à quelqu'un d'autre, par exemple, nous, on a bienveillance dans l'un des 13, bienveillance, tu peux dire, je te mets un praise, je te mets un plus pour bienveillance. Et t'as un petit bonus à... Non. Non, c'est juste la reconnaissance. Ouais. Tu serais contre un argent, reward? Oui. Enfin, pas forcément argent, mais ça pourrait être autre chose symbolique, oui. Ce serait bien. Un resto, argent, un massage. En fait, le problème, c'est qu'après, tu dis aux gens, le message, c'est que tu monétises quelque chose dont tu dis qu'il doit être dans ta culture. Donc voilà, avec tout ça, c'est le système pour implémenter la culture. C'est de donc l'utiliser, ces valeurs, ces tribes, de te dire en fait tout ce qui est les RH, je le lis à travers cette grille. J'utilise cette grille pour implémenter. Je fais du feedback sur cette grille. Voilà, je sais pas, je fais un feedback sur des choses qui me passent par la tête. Non, je prends ma grille et je dis je te fais un feedback. On va passer sur chaque truc de la grille pour faire le feedback. Voilà, je fais de la formation. On va passer sur chaque truc de la grille pour choisir pour organiser la formation. Et c'est comme ça que tu rends ton système de culture, que tu le rends vivant. Top. Là, quelque part, on est allé partir presque vision, mission, objectif. À l'échelle de la semaine ou de la journée, est-ce que tu as un système en place? Donc, vu qu'il y a peu de réunions, est-ce que j'annonce sur Trello mon one thing de la journée? Non, c'est les OKR. Et c'est le trimestre. Ok, j'ai mon OKR trimestre et ensuite tu te débrouilles. Je t'ai bien choisi logiquement dans mon process de recrutement et je t'ai fait faire des use cases et donc je te fais confiance. Idéalement, parce qu'il n'y a pas de surprise dans l'exécution. Maintenant, ça c'est le monde idéal, le vrai monde. On a fixé les OKR, ensuite un truc change, je sais pas, quelque chose d'extérieur change, le marché change, un concurrent fait un truc. Covid arrive. Un Covid arrive, voilà, un client veut quelque chose d'inattendu. Ok, on s'adapte. Et donc là, on doit discuter. Là, il y a peut-être un meeting, on est dans l'urgence, etc. On n'avait pas tout prévu. Voilà. Il y a peut-être un peu d'autorité qui apparaît. C'est les déformations de la réalité. Mais on sait que ça devrait être le moins possible. Question qui aide à chaque fois beaucoup l'audience. Là, on a été très, très technique sur l'ingénierie de l'entreprise. On voit beaucoup sur Instagram, même quand on voit à la télé, on a l'impression que des fois que l'entrepreneuriat, c'est facile. Et hier, j'ai un entrepreneur qui me disait que son livre préféré, c'était The Hard Things About the Hard Things. C'est quoi un des moments les plus challengeants, stressants, durs, émotionnellement que tu as vécu dans cette aventure de 360 Learning? J'ai eu un moment où on avait un business angel qui nous a beaucoup aidé et beaucoup appris un moment, mais qui ensuite a rejoint le board et qui était pas constructif au board. Et donc ça se passait mal. Ça se passait mal avec moi personnellement. Il est venu à 2 boards en fait. Après qu'on ait fait une levée de fonds, donc quand on a fait notre série A, lui il était là, il était encore là. Après il est sorti du capital, donc ça s'est arrangé. Et donc il y avait ces tensions, et c'était difficile à gérer pour moi parce que c'était déjà la première fois que j'avais un board avec des investisseurs professionnels, des VC. Et lui, il avait cette attitude donc qui était... Décris ce que ça donne.
C'est une attitude passive-agressive, pas professionnelle, de quelqu'un qui était un peu frustré pour différentes raisons. Mais aide-moi à imaginer que je suis au board avec toi, c'est quoi, quelle remarque je vais entendre? Des remarques du style non, mais ça, là, vous comprenez rien. D'ailleurs, on comprend rien, c'est pas clair. Et puis, c'est la première fois que je vois un board qui est fait comme ça, c'est n'importe quoi. Voilà, tu vois, ce genre des remarques. Qui te donnent pas de ressources pour aller vers l'objectif, justement. Non, exactement. Des remarques qui sont pas constructives et qui servent à rien, mais faites d'une manière sans doute un peu plus. Un peu moins frontale que ça, que l'exemple que je t'ai donné, plus dans le temps, plus sur 1 heure. Mais qui voilà, un peu provocatrice, voilà, un peu passive-agressive, quoi. Et tu le vivais comment, toi? Non, c'était difficile pour moi parce que j'avais pas les ressources et la solution pour gérer ça. Voilà. Et en plus, j'ai ma petite allergie à l'autorité. Je pense que voilà, mon côté un peu cheval fou, où genre, tu vois, moi j'avais envie de dire, écoute, toi, je suis pas quitté, mais voilà, juste tais-toi et sors, tu vois. Mais en fait, là, c'était à ce moment-là où tu as quelqu'un qui est au capital de l'entreprise, donc tu dois, en plus, qui en avait un bout significatif, qui nous avait aidé objectivement sur des points, et donc... et toi, à ce moment-là, tu es plutôt tendance, enfin, quand tu dis c'est sanguin, tu as tendance à arrêter de parler, ça crée quoi comme réaction chez toi dans le moment déjà? Non, moi, je tendance à répondre, à rentrer dans le truc, ce qui était sans doute l'erreur. Donc ça a été difficile pour moi, ça a duré 3-6 mois. Je suis sorti de ça grâce à du coaching. J'ai pris un coach. Et coach donc c'était en fait c'était le début d'une bonne aventure pour moi parce que j'ai pris un coach qui venait plutôt de la PNL. J'ai fini avec un autre coach qui venait de l'hypnose. J'ai fini par prendre des cours d'hypnose, si tu veux. Donc à la fin, ça 2-3 ans plus tard. Donc tout ça a été très positif. Le premier coach, en quelques sessions, il m'a aidé à gérer ça avec des exercices de PNL très simples, de revisualise la situation. Voilà. Mais donc ça, c'était un challenge. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, 3e fois donc, où il est revenu de la même manière, j'avais fait ces exercices, j'ai géré comme ça, et il est jamais revenu. Voilà. Et après, il est pas revenu au board, après ce board-là. Il est parti de lui-même en voyant que ça n'avait pas marché. Et puis après, on a réussi à le sortir de la boîte, il a vendu ses stocks, et j'en ai plus entendu parler. Voilà. Et donc, c'était un bon défi, ça m'a fait, je pense, beaucoup grandir ce truc-là. C'est ça qui est drôle, c'est que toi, à partir du moment où l'autre n'a plus d'emprise sur toi et naturellement il part. De toute façon, le couple proie-prédateur, il a besoin d'être deux. Donc si d'un coup la proie a plus envie d'être la proie, bah, le prédateur il trouve une autre proie. Tout à fait. Non, il y a eu ça et puis il y a eu les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est un truc, c'est très difficile pour les entrepreneurs. C'est un peu comme ton évaluation de performance, mais pour toi. Voilà, pour toi, avec quand même une différence. C'est que les mecs, au moment où ils font cette évaluation de performance, où le marché te fait un retour en fait sur la valeur de ce que tu as créé, là où tu mets toute ton énergie, il n'y a pas de règle. Et ces gens, ils ont pas de... Il y a pas... Contrairement à un coach qui fait une évaluation de performance en entreprise, ou un manager, qui est quand même dans le système de l'entreprise, il peut pas faire n'importe quoi, sinon le salarié va dire, bah là, il fait n'importe quoi, et puis l'autre salarié va dire pareil, et à la fin, là, pas du tout. Le VC, il vient, il écoute d'une oreille, il fait des remarques, il fait des remarques fausses, parfois il sort un bullshit, en fait c'est juste qu'il est en train de te parler parce qu'il veut que toi tu l'éduques sur ton marché. Mais il se dit j'investirai pas là, l'entreprise elle est déjà trop avancée, moi j'investirai plus tôt, mais lui il va m'éduquer et à aucun moment il te dit ça, il te dit ah super intéressant, donc il te bullshit et à la fin il te fait un feedback négatif parce qu'en fait il dit je vais pas investir, il doit trouver une raison donc il l'invente. Et tout ça pour des tempéraments comme le mien, très difficile à accepter. Dis-moi en plus. Bah, à un moment, tu as envie de dire, écoute, tu peux avoir... Enfin, oui, moi, j'ai pu avoir envie de dire, écoute, les raisons pour lesquelles tu me dis que tu vas pas investir, c'est du bullshit. Soit tu es idiot, tu l'as dit, ça soit tu me... Non, ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai dit, oui, merci beaucoup, restons amis. Mais bah, tu as envie de dire, écoute, il y a 2 possibilités. Soit tu es idiot, soit tu me racontes n'importe quoi. Clarifions cette situation, tu vois. Moi, j'ai envie d'aller clarifier les choses, de dire... Ça me fait penser dans 99 francs, je sais pas si t'as vu le film où, en fait, c'est assez fort parce que il te montre d'abord la scène comme il aurait aimé la dire. Et ensuite, comme elle s'est vraiment passée. Ouais. Et ça c'est assez bon comme type d'humour. Ouais, et puis donc, t'as ce truc où... en plus, dans un process de levée de fonds, donc tous les entrepreneurs connaissent ça, tu vas d'abord avoir des noms.
Tu vas avoir des gens qui te disent non rapidement, parce que dire non, c'est rapide, alors que celui qui va dire oui va mettre plus de temps. Donc c'est un process qui dure 1 mois à peu près, et les 2-3 premières semaines, tu as des gens qui vont te dire non, et puis tu as d'autres gens qui sont en train de regarder. Mais au début, tu as les noms, quoi. Et quand tu fais un process comme ça, international, aux États-Unis, en Asie, en Europe, il y a un autre truc qui est difficile à gérer, c'est que du coup, tu as des échanges la nuit. Donc tu vas travailler jusqu'à 11h, minuit, parce que tu fais les États-Unis. Donc tu as des gens qui parfois te mettent les meetings tard le soir. Et en fait, tu dois les accepter parce que c'est pas comme si c'était ton actionnaire. Là, tu dis, écoute, on va s'organiser, tu vas réserver des créneaux pour qu'on se parle à un moment où pour moi il est 18h et pour toi il est 9h du matin. Mais là, tu es en levée de fonds, ça doit aller vite. Et donc, s'il a son créneau, c'est à 15h pour lui, bah pour toi, c'est minuit. Donc, tu prends le rendez-vous à minuit. Tu vas pas en avoir 15 comme ça si tu t'organises bien, mais tu vas en avoir. Et ensuite, pendant que tu dors, pendant toute la nuit, il y a l'Asie qui se réveille, il y a les États-Unis qui sont en fin de journée, tu reçois des emails. Et c'est des emails avec des questions ou avec parfois du bon, on a décidé d'aller à l'étape d'après ou on a décidé de dropper. Donc, c'est des choses importantes, très structurantes. Et du coup, tu as envie de regarder, t'es là. Tu te couches, il est minuit. Puis à 2h30 le matin, quand tu ouvres un petit peu les yeux, tu te dis, j'ai quand même envie de regarder mon téléphone, voir s'il y a une news. Et si comme moi, tu fais l'erreur de prendre cette habitude, tu passes 1 mois où voilà. Ma copine me disait, je crois que tu es en train de devenir fou, il faudrait que tu gères ça différemment parce que je pense que tu vas devenir fou. Voilà, ça pue à... Parce que du coup, ça impacte ton sommeil, tu lis le truc, ce que tu lis, ça t'aide pas forcément à dormir. Exactement. C'est pas un bon équilibre. Donc c'est une épreuve qui est très difficile. Et en fait, c'est marrant, mais plus tu es successful, plus ça fonctionne, plus ces relations-là, les deux choses dont on a parlé, ton board et les levées de fonds, en fait, sont tendues et difficiles parce que l'enjeu, comme c'est en train de marcher, l'enjeu est plus grand. Donc pour tes investisseurs, au début, ils investissent dans beaucoup de boîtes. Il y en a certaines qui vont marcher, d'autres pas. Et ils ont peu de choses à vérifier aussi. Ils te ressentent. Voilà. Au début, t'es un ticket, ils ont mis 10 tickets et un parmi les 10. Ils en ont 10, c'est d'importance égale. Plus ta boîte commence à fonctionner, plus t'arrives en haut dans leur pile de priorité, de ce qu'ils regardent. Ta plus grosse levée de fonds, c'est quoi? C'est 40 millions? Ouais. Ok. Et donc voilà, plus tu réussis, plus ils commencent à manager la ligne, comme ils disent, donc à s'impliquer. Donc ils commencent à plus t'appeler, ils commencent à être plus sensibles. Et pareil pour les levées de fonds. Plus ta boîte est grosse, plus elle réussit. Plus les gens dans les levées de fonds, ils sont attentifs. Plus aussi, ils vont te bullshiter, c'est-à-dire en fait te parler, mais c'est pour avoir des informations parce que peut-être ils vont investir dans un concurrent. Donc plus tout ça devient tendu et complexe, au fur et à mesure que tu réussis. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Tu te disais, bon... Ouais, tes successful, ils te font confiance. Ouais, voilà, exactement. Je voulais savoir, quand tu parlais justement qu'ils peuvent des fois vouloir des infos pour investir ailleurs, un NDA, ça suffit pas. Un NDA, ça a de la valeur aux États-Unis, en France et aussi un peu en Europe. Les gens n'ont pas de respect pour les NDA. Les VC n'ont pas de respect pour les NDA. Donc tu signes un NDA, toi, tu as ta première expérience entrepreneuriale, tu crois que tu es protégé, ils te posent plein de questions, ils investissent ailleurs, tu as peu de moyens de recours. Et ils vont donner l'information. Et donc du coup, tes leviers d'action, enfin tes leviers de pouvoir, c'est lesquels? Aucun. Enfin en amont du coup, en amont je veux dire. Aucun. Si, tu dois être plus conscient de ce que tu dis, j'imagine, ou tu lâches. Il faut que tu vois, mais en tout cas moi je pense que si tu veux aller vite, en fait... En tout cas, nous, on est dans une logique aujourd'hui, on est dans une manière d'exécuter où, en fait, on peut raconter. Si quelqu'un vient, ça peut être un concurrent, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, on est en situation où je peux lui raconter ce qu'on fait, il va pas m'arrêter. Et on est en train d'aller tellement vite, en fait, il peut essayer de copier, il ira pas plus vite que moi. Donc, moi, je me dis maintenant, Pourquoi il ira pas plus vite que toi? Parce que moi, je suis focalisé sur un truc, c'est aller vite. Je dis, moi, je suis celui qui va aller le plus vite. Je vais le mieux exécuter. À la fois, j'ai le meilleur positionnement. Je vais exécuter plus vite. Et en fait, tu peux venir me prendre l'info, ça va rien changer. Je vais aller quand même plus vite. Voire, tu vas venir, tu vas prendre l'info, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir peur. C'est le postulat, je pense que c'est... T'es un guerrier aussi. C'est drôle parce que tu parais calme comme ça. Et au fond, là, quand on creuse, en fait, plus je creuse, plus je vois le Michael Jordan en toi. Non, il y a un côté compétitif. Je pense que le côté calme, c'est que j'essaye de gérer ce côté compétitif. En me disant restons tranquilles et voilà, et analysons les choses calmement.
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je pense, moi, j'ai parfois j'ai envie d'être premier. Et s'il y a un gars qui dit, bon, bah, je vais venir, on va faire une compétition pour voir qui va être premier, déjà, ça m'énerve qu'il imagine qu'il puisse gagner. Voilà. Et justement, comment tu gères au quotidien ton énergie? Tu fais du sport? C'est quoi tu respires, tu médites? Waking Up. J'utilise une app qui s'appelle Waking Up de Sam Harris, que j'aime bien, qui est de la méditation, mais sans l'angle petit lapin rose, tu vois. C'est une méditation avec un angle plutôt technique sur la méditation. C'est-à-dire? Inspire, expire, c'est vraiment pure breathing? Je pense que ça va même en dessous de ça. C'est encore plus technique. C'est juste de dire, l'exercice de méditation consiste à essayer de ne penser à rien pour se rendre compte que, en fait, donc c'est très difficile de ne penser à rien, qu'il y a des idées qui viennent. Et pour se rendre compte que ces idées qui viennent dans ta tête, tu ne maîtrises pas. Donc tu te poses en position de spectateur de ta propre conscience. Donc tu fermes les yeux, tu dis j'essaie de penser à rien. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des idées qui viennent. Et du coup, tu les observes et tu dis tiens, c'est marrant parce que là, je ferme les yeux et je pense à tel truc de travail. Je pense à ma maman. Je pense à tel souvenir. Je pense à telle préoccupation. Et tu dis tiens, c'est marrant parce que donc je suis préoccupé par ça. Mon cerveau, là, j'essaye de penser à rien et mon cerveau va absolument m'amener ce truc. Donc tu dis ok, ce truc me préoccupe. Ou voilà, tel projet, je pense à mon fils. C'est ma copine, je dis voilà, j'ai ma famille, en fait, c'est important pour moi. En interne, ça va ressembler à ça. Tu te fais, t'as ce dialogue interne de ah tiens, tu te parles entre guillemets toi-même. Donc oui, ou juste, bon alors là c'est la méditation guidée. Donc il te dit voilà, essaye de penser à rien, puis au bout de 15 secondes, il te dit alors il y a sans doute des idées qui ont émergé, donc observe ces idées et remarque que en fait ces idées te viennent. Et à la fin, la question que pose Sam Harris, donc il y a un angle là-dessus, une conviction. Donc lui, il va loin parce qu'en fait, après, il te dit le libre arbitre n'existe pas. Et il te dit, en fait, tu es spectateur du film. Tu es spectateur d'un film et tu ne maîtrises pas. Et donc, il te fait vivre cette expérience du fait que tu ne maîtrises pas les idées qui te viennent. Et si tu essayes dans cet exercice de méditation de les maîtriser, tu fais l'expérience du fait que tu n'y arrives pas. Et qu'en fait, elles se produisent. Voilà. Il y a un exercice que moi, j'aime bien sur ce thème-là, c'est de dire... si je dis aux auditeurs, par exemple, pensez à un film que vous avez aimé, qui est sorti, disons, récemment. Voilà. Le dernier film que vous avez aimé qui est sorti récemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce film, bah, quand je t'ai demandé de le choisir, t'en as peut-être maximum 2 qui sont venus, et puis t'en as sélectionné un. Mais t'as pas vraiment choisi. Et les choix que tu fais dans ta vie, en fait, tu les fais comme ça. Et toute ta journée, tu fais une somme de choix comme ça, qui sont pas conscients, qui sont pas rationalisés, et qui sont, du coup, qui posent cette question que pose Sam Harris. Il dit, la question du libre arbitre, c'est est-ce qu'il existe très peu ou est-ce qu'il existe pas du tout? C'est est-ce qu'il y a quelques décisions où vraiment tu arrives à réfléchir et tu as une notion de conscience de toi et de sujet qui fait un choix éclairé, de temps en temps, ou est-ce que c'est jamais? Il dit, c'est ça la question. Et toi, ta vision? Parce que pour un entrepreneur, imaginer que tu as 0 libre arbitre, j'ai du mal à l'imaginer. Non, je pense que ça aide de dire j'accepte. En tout cas, j'accepte d'une certaine manière. Accepter que y a une grosse partie en fait, que 99,9% de tes décisions, c'est un peu... De quitter même en tant que sujet. De ton individualité, c'est une somme d'expériences, que tu es le résultat d'une somme d'expériences que tu n'as pas maîtrisée, que tu ne maîtrises pas, que tu ne maîtrises pas au quotidien. Tu devrais lire Outliers, qui a ses limites, mais de Malcolm Gladwell. Ok, Outliers. Et qui montre comment... Alors moi j'aime bien parce que dans 0 to 1 de Peter Thiel, il tacle Malcolm Gladwell, donc ça donne 2 visions. Donc ça vaut le coup de lire les deux pour se construire une opinion. Mais en tout cas dans Outliers, ce que j'aime bien, c'est qu'il te montre à quel point, par exemple, au Canada, tes chances d'être un champion de hockey sur glace sont extrêmement déterminées par ton mois de naissance. Parce que le système fait que si tu es dans le bon mois, en fait, t'as plus de maturité physique. Donc, tu as plus de chances d'être repéré. Et vu que tu es repéré, et ben, du coup, on met des ressources pour t'aider et l'écart se creuse. Et donc, en fait, il montre que dans le classement des 100 meilleurs, et ben, en fait, tu as plus de 70% qui sont nés dans les 3 mêmes mois. Tu vois, un truc comme ça.
Et donc, il montre il y a plein d'exemples même des gens en plus, toi, tu as des parents qui sont de quel pays? J'ai perdu le pays. D'Amérique latine, Colombie, Argentine. Voilà. Et il montre comment par exemple, des États des États-Unis, parce qu'il y a des origines, par exemple, dans tel endroit de l'Espagne, il y a des trucs que eux-mêmes savent pas pourquoi ils le font parce que c'était utile en Espagne. Pour le coup, ça l'est pas forcément aux États-Unis, mais mais ils continuent à le faire. Ça, c'est Outliers. Ouais. Intéressant. Ouais, les déterminations invisibles. Ouais. Moi, donc la méditation, je trouvais très utile pour t'aider à accepter certaines choses aussi, à te dire, voilà, par exemple, moi, me dire, je suis compétitif. J'ai beaucoup de mal à accepter qu'on vienne me challenger, qu'on vienne me contredire. J'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à le supporter. Et donc, en fait, les exercices pour se dire, en fait, ok, je suis comme ça, et parfois, apprendre à en être le spectateur. Et à se dire, par exemple, je suis dans une situation, je dis A, quelqu'un vient et dit B, et de voir que ça m'énerve. Et en fait, de le voir... Tu commences à voir rouge. Et à le regarder, et à dire, tiens, c'est marrant, parce qu'en fait, ça crée... Cette situation crée des émotions. Et je pense que la méditation, le but, en tout cas, tel que le fait Sam Harris, c'est de t'apprendre à l'observer pour le vivre avec calme. Et t'en fais tous les matins? Non, en fait, j'en fais quand j'ai le sentiment que j'ai besoin d'en faire. Ouais. Voilà. Mais c'est assez fréquent quand même pour moi. Et quand je me sens aussi un peu... Tu sais, parfois, moi, je peux avoir... Moi, j'aime bien exécuter, quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tac, ça, j'ai fait. Et quand j'ai l'impression que tout est fait, je dis, bon, maintenant, comment j'augmente l'ambition? Voilà. Et c'est le... Regarde Last Dance, franchement. Last Dance, ok. The Last Dance de Michael Jordan. Je pense que ça va te parler. Voilà. Et du coup, quand tu veux... Un moment, quand j'ai fini ça et que j'ai fini la journée, je dis, voilà, maintenant, je ferme l'ordinateur. C'est que mon cerveau... Donc, je pense que la méditation t'aide à constater ça. Je vois que mon cerveau, il continue de m'amener des trucs. Toutes les 4 secondes, il me dit, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Non, tu dis, là, j'ai envie de le mettre en pause. Je pense que la méditation, voilà, c'est un bon exercice pour te dire, je vais ralentir tout ça. Je vais observer, je vais essayer de comprendre mes préoccupations. Pourquoi mon cerveau, il continue de tourner? Donc, je fais 15 minutes où j'observe. Et puis, il y a des exercices liés à la PNL, de rangement aussi, où tu dis... ça, je le mets dans un tiroir. Voilà, celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets dans une boîte là-bas, bien loin. Tu sais, il y a des exercices où tu visualises, tu dis ça, je le prends, je le mets dans une boîte. Je ferme la boîte, je la mets dans une autre boîte. Puis je l'envoie très loin. Tu visualises l'univers. Tu dis, je l'envoie dans une autre galaxie. Et ça marche. Tu vois, c'est pour moi qui suis très visuel, en tout cas, ça marche. C'est ça. Ça demande effectivement d'être à l'aise avec jouer avec les images mentales. C'est ça. Sinon, c'est plus complexe de faire ce genre d'exo. Mais ouais, c'est assez fort. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on dit j'en ai plein le dos. C'est une montagne pour moi. On le fait déjà énormément, hein, dans le langage. Ouais. Et d'ailleurs, notre langage va déterminer comment on vit ou pas un souvenir. Des petites questions rapides comme ça. Elon Musk ou Steve Jobs? Oh là là, elle est difficile celle-là. J'aurais dit Larry Page. Parfait. Est-ce que tu as une app préférée? Ouais, ma première app en haut à gauche, c'est Waking Up. Voilà. Donc c'est la méditation. Tu dors combien d'heures? Voilà, moi je dors. Hein. Voilà, 8-9, hein. La zone de confort c'est 9-10. Waouh. Ouais. T'es mon record pour l'instant. 22 heures je suis au lit. Et en fait, bon, mon fils, il s'endort à 20h30 et il se réveille à 8h du matin. Et de plus en plus, on est en train de se caler sur son heure. Sur son bientôt, cycle, tu vas être synchro complètement avec lui. Ouais, 22h à 8h du matin. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres? Si on va sur l'écosystème tech entrepreneuriat, je trouve qu'il y a parfois manque de modestie. Il y a deux choses. Il y a vendre le futur, vendre une vision. Donc ça, fine, c'est le jeu. Et il y a parfois un travers qui est revendiquer des choses fausses. Par exemple, dire on a le meilleur pool de BSPCE de la French Tech. Voilà, il y a des gens qui disent ça. Alors que c'est faux. Mais ils vont voir des gens, des candidats, ils disent voilà, bah, tu viens chez nous, on a le meilleur pool de BSPCE de la French Tech. Et vu que c'est complexe, nouveau, qu'ils y comprennent rien, bon, ils sont obligés. Voilà. Et du coup, mais parce que quand on dit ça, après, t'y crois. Et donc voilà, il y a une différence entre vendre une vision sur le futur ou dire des mensonges. Et la ligne est parfois fine. C'est clair. Quel est un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné? Franchement, je pense que mon tempérament fait que je m'en rappelle pas. Parce que tu me donnes un bon conseil, déjà, ça va m'énerver que tu me donnes un conseil. Et ensuite,
ce qui va se passer, c'est que dans le meilleur des cas, donc les gens qui tu vas l'internaliser et c'est ton conseil. Et c'est mon conseil, voilà. Et ensuite, c'était mon idée, en fait, à la fin. C'était mon idée. Et je pense que mon cerveau a oublié. Le meilleur moyen de te donner un conseil, c'est de dire, je me suis souvenu que tu m'avais dit un truc brillant. Exactement. Et c'était ça. Exactement. Mais voilà, j'espère que je progresse là-dessus et que je gagne en maturité. Et en fait, moi, je me disais, bon, allez, c'est comme ça, je suis comme ça, mais au final, c'est génial. En réalité, c'est un trait de caractère très commun, c'est la résistance au changement et à ce qui vient de l'extérieur. Il y a un cerveau qui dit non, je le refuse. Et en fait, si on te l'a bien fait, on te l'a suggéré. C'est-à-dire quelqu'un peut te raconter. Donc les gens qui savent faire avec moi, typiquement mon board et tout, ils vont plutôt me dire ah, j'ai entendu qu'un tel. Voilà, il raconte une histoire, exactement. Une histoire d'un autre. Il dit j'ai entendu qu'un tel, il a fait un truc et que ça a super bien marché. Et il a réussi à faire ce truc que d'ailleurs toi, t'arrives pas à faire. Donc là, t'as tous les ingrédients. Parce que ça m'énerve. Ça me fait réfléchir, je vais y repenser, je vais dire quoi, lui, qui fait quoi que j'arrive pas à faire, c'est non, déjà. Et du coup, ça va mettre mon cerveau en mouvement et après, je vais dire, ok, mais je vais le faire aussi. En mieux. Et en mieux et en différent, voilà, exactement. En différencier et mieux. Et voilà. Mais en fait, bon, tout ça est assez puéril, mais c'est la réalité de qui je suis aujourd'hui, en tout cas. Et j'espère y travailler. Bon, en tout cas, non, mais c'est beau d'arriver à être honnête avec soi. Plein de gens le sont pas en fait et se mentent et se racontent un mirage de qui ils sont. Je pense que pour se changer soi-même, la première étape de tout changement, c'est d'avoir de l'empathie avec soi-même et de se dire, je suis comme ça et j'ai quasiment de la peine, j'ai de l'empathie pour moi-même, pauvre moi qui suis comme ça. Parce que tu t'acceptes. Tu sais, c'est les gens qui arrêtent de fumer, qui arrêtent les addictions. Et c'est comme ça pour les addictions. On dit, si t'as quelqu'un qui a une quelconque addiction, tu peux par exemple la cigarette. Et tu lui dis, ok, il se dit, voilà, je vais arrêter de fumer. Là, demain, à 9h, j'arrête de fumer. Instantanément, ça déclenche une angoisse. Parce que s'il y a cette addiction, il y a une raison, il y a peut-être psychologiquement un manque qui est cherché à être comblé. Donc, tu vas aller te mettre tout de suite dans la zone d'angoisse. Alors que si tu te dis, bon, voilà, déjà, je m'accepte. J'accepte que j'ai cette addiction et petit à petit, je vais réduire. Et je me plains. Et quand je vois que je refume, je me dis, ah là là, quand même, moi je suis un addict, pauvre, plutôt que de dire, non mais en fait je vais m'arrêter demain parce que je suis fort. Et là tout de suite tu es dans une situation de stress. Je pense que voilà, s'accepter. Donc ça c'est de la thérapie des addictions, dit beaucoup ça, dit plutôt que de se dire je vais couper du jour au lendemain en me culpabilisant de mon addiction. Non, je m'accepte tel que je suis, j'ai de l'empathie pour moi-même. Et petit à petit, je vais faire des petites modifications qui me mettent pas dans une situation parce que voilà, comme moi je suis un peu compétitif. Qu'est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu besoin, j'ai pas fait moi ma thérapie du pourquoi, mais peut-être que voilà, il y a une raison quelque part qui fait qu'en fait, si je me dis bon allez, j'arrête d'être compétitif, il y a un bout de moi qui va dire non, surtout voilà, j'ai un manque, n'arrête pas, ça va créer un autre stress. Donc et du coup tout va échouer. Alors que si tu dis je l'accepte, j'en parle, voilà, j'en prends conscience. J'en prends conscience. Je le dis aussi aux gens autour de moi pour que eux-mêmes le prennent en compte et tu vois le gèrent. Et en fait, tu fais ça et c'est peut-être un moyen plus... voilà, je force un peu le trait parce que... Non, mais c'est top. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message pour toi qui est important? Alors ça pourrait être le genre de message que tu aimerais que tes enfants entendent s'ils regardaient cette fin de vidéo dans 20 ans. Un message que tu aimerais partager, en tout cas quelque chose qui te tient très à cœur. Même quelque chose que tu aurais, pourquoi pas, aimé entendre il y a 15 ans, peu importe. Choisis l'angle qui t'inspire. Non, je pense qu'il y a quelque chose. On vit une époque où il y a des opportunités qui sont très inspirantes. Pas que sur le plan business, mais de repenser le monde. On est à la fin d'une ère qui était l'ère industrielle de la productivité, et on a une nouvelle ère qui est l'ère à la fois de plus d'individualisme, mais aussi de plus de collectif. Voilà, et donc il faut inventer le futur de la réalité. Je pense, j'aime l'expression futur de la réalité parce que on vient de traverser là une crise où tout le monde a pris conscience de quelque chose, c'est que la science n'est pas quelque chose qui descend du ciel et qui est vrai ou faux. La science est une production sociale. Elle est produite par les pairs. La science, c'est une revue par les pairs. Et les pairs, parfois, ils sont pas d'accord. Et ça a toujours été comme ça. Et les théorèmes de maths dont on se dit ils sont vrais... Bah, même la vitesse de la lumière, ils étaient pas d'accord sur la vitesse, par exemple. Donc c'est une production sociale. La réalité est une production sociale. Et donc comment est-ce qu'on incorpore ce fait nouveau que la vérité, la réalité ne sont pas des choses absolues, transcendantales qui existent en dehors de nous, mais ce sont des productions sociales. Ça transforme, c'est un changement de paradigme. Et donc voilà, comme dans tout moment, quand il y a un changement de paradigme,
il y a des choses qui étaient grandes qui vont s'écrouler, il y a des choses qui n'existent pas qui vont devenir grandes. On va réinventer l'humanité, on va réinventer comment on vit ensemble. Donc voilà, il y a tout ça, c'est l'opportunité. Allons, voilà, il faut aller rêver, il faut aller créer des choses grandes dans cette zone qui est à explorer, sachant que voilà, on vit aussi dans un monde où il y a tout un tas de choses négatives sur lesquelles on pourrait se concentrer. Je pense qu'on peut se concentrer sur ce truc-là qui est très positif et où il y a beaucoup d'imagination à déployer. On va aller changer le monde de demain. Exactement, exactement. Voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. Super, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'était avec plaisir. J'aime déjà ce que tu as partagé de manière très pratique. J'aime ta personnalité, déjà d'être honnête avec toi et ce côté un petit peu clivant. Ça fait du bien. Bah merci. Merci beaucoup. Et voilà, bonne chance pour la suite.